Charmant. Bon, bah alors, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bienvenue dans cette table ronde où nous allons parler de l'impact des impacts des universités. Cette table ronde s'inscrit dans le cycle de formation de Campus Responsable sur l'ancrage territorial. C'est la deuxième sur 3. Dans la première session, la semaine dernière, on a un petit peu ouvert sur le sujet de l'ancrage local et territorial pour les universités et écoles. Donc, c'était sur les enjeux et opportunités au sens large. Et donc, dans cette deuxième session, on va creuser peut-être encore plus en détail sur les outils de mesure, comment concrètement mesurer, de quels impacts est-ce qu'on parle et quels sont les impacts à la fois économiques et au niveau carbone, donc c'est-à-dire émissions de CO2, etc. Donc ça paraît assez flou, mais il existe des méthodes et des outils très concrets pour mesurer ça. Et donc je vais laisser l'équipe d'Utopie se présenter et ensuite Marie-Odette Victor qui nous fait l'honneur de nous rejoindre pour un retour d'expérience sur ce sujet. Florent, je te laisse la parole. Merci beaucoup Inès pour cette introduction et bonjour à tous. Ravi d'être là pour un petit moment ensemble pour partager ces techniques de mesure d'impact sur une approche mutualisée économie et carbone qui a beaucoup de sens pour nous. Puisque vous connaissez Utopie, on aime vraiment bien faire converger les sujets pour trouver des synergies et puis des nouvelles dynamiques. Donc on trouve que cette mutualisation impact économique et impact carbone a énormément de sens pour travailler la stratégie et les impacts des entreprises et des universités. Donc moi je suis Florent Levavasseur, directeur conseil impact à Utopie depuis près d'une dizaine d'années. Donc je m'occupe des stratégies d'impact et des études d'impact économie et environnementale au sein du cabinet. Et donc j'ai le plaisir d'avoir piloté la mission de l'université de Reims-Champagne-Ardenne et d'avoir travaillé avec Louis, qui présentera une grosse partie de la matinée à mes côtés. Louis, je te laisse la main pour te présenter. Yes, merci Florent. Bonjour à tous. Donc Louis Monnier, je suis consultant senior chez Utopie dans l'équipe Impact et Climat. Et en effet, j'ai eu le plaisir de travailler avec Florent aux côtés de Marie-Odette. Merci Louis. Alors, Marie-Odette, je ne sais pas si vous avez assez de réseau pour vous présenter, et sinon, on le fera au moment de votre retour d'expérience. Marie-Odette, on le fera un petit peu plus tard, sinon. Ok. Et peut-être un dernier mot. Moi, je suis Inès Ardan, donc à la coordination de l'initiative Campus Responsable. Et donc, comme vous, je vais être l'heureuse spectatrice de cette formation à vos côtés. Et donc, mon rôle ensuite, ce sera de mettre tous ces contenus à disposition des établissements pour venir enrichir la réflexion. Donc voilà. Je vous laisse la parole. Très bien, merci. Alors, le sommaire aujourd'hui de cette grosseur qu'on a ensemble, c'est vraiment de présenter évidemment un petit peu le contexte sur l'ancrage local qui a été bien rappelé dans la session 1 de la formation il y a quelques semaines. Le contexte climatique et pourquoi il y a une urgence à mieux comprendre les impacts des universités d'un point de vue du climat. Ensuite, on va longtemps s'adresser sur les mesures d'impact, les techniques d'impact économique et carbone, le sens aussi d'une approche intégrée. Et puis en temps 3, on aura le témoignage de Marie-Odette Victor pour rappeler les avantages de ces méthodologies pour une université. On aura enfin quelques slides pour aller plus loin, pour voir que l'impact économique et l'impact carbone qu'on adresse aujourd'hui, c'est qu'une petite facette de l'ensemble des impacts d'une organisation sur un territoire. Et donc, il y a d'autres choses aussi à explorer en complément pour mieux creuser le sujet. Donc, quelques mots dans ce slide 4. On a globalement la mesure d'impact, c'est surtout une des composantes de la raison d'être des universités. Il y a beaucoup de choses à faire sur définir le positionnement, la stratégie d'un établissement à l'aune des besoins du territoire. Donc, ça fait partie d'une réflexion stratégique qu'il faut mener pour bien comprendre son positionnement. En parallèle, comprendre ces impacts, ça aide à définir cette
cette raison d'être, cette stratégie. Donc, comment l'université impacte son territoire sous-jacent d'un point de vue des retombées économiques, d'un point de vue des retombées sociales et puis d'un point de vue environnemental, évidemment. Pour bien nourrir cette raison d'être, évidemment, il y a bien connaître son territoire. Ça passe par des… pardon, si tu peux revenir juste sur le slide précédent, Louis, que je termine voilà. Ça passe par bien connaître son territoire, développer l'ancrage local et puis évidemment évaluer sa stratégie RSE. Donc tout ça, ça permet vraiment de définir sa raison d'être, sa stratégie, donner un cap à l'université afin de renforcer son tissu local et puis positionner les étudiants sur des sujets qui vont servir au territoire et à leur carrière dans les années qui viennent. Le slide 5 montre, je vais y passer très vite, c'est historiquement, hein, on se contentait de capter des richesses, attirer des entreprises, des étudiants, des habitants sur un territoire pour y mettre des euros. Sauf que ce n'est pas suffisant si les euros ressortent juste derrière. C'est ce qui est illustré au slide suivant sur l'effet multiplicateur. Quand on fait rentrer des euros, l'activité des institutions, mais que leur chaîne de valeur n'est pas locale, c'est-à-dire qu'il y a des fuites économiques dans les achats, dans les dépenses des habitants, dans les chaînes de fournisseurs, les euros qui sont rentrés ressortent très vite. Et donc, il y a peu d'effet d'entraînement pour l'économie locale. Et donc, quelque part, cet effet d'attractivité n'est pas utilisé à plein. Donc, tout l'enjeu des stratégies d'ancrage local, qui ont été aussi expliquées la formation précédente, c'est de mieux comprendre comment le territoire est fait et est-ce qu'il est bien diversifié, résilient pour conserver les euros en son sein. Et donc, voilà, c'est l'objet de l'empreinte économique, c'est de comprendre ces effets d'entraînement dans le territoire pour ensuite pouvoir être meilleur et puis conserver ces euros localement. Un petit mot de contexte aussi sur les crises géopolitiques, crises sanitaires, crises énergétiques. Ça met vraiment en lumière l'importance de mieux travailler la souveraineté aussi économique européenne, etc. Donc, il faut mieux comprendre comment sont faites ces chaînes de valeur et comment on peut mieux former la nouvelle génération à des nouveaux métiers, puisqu'on rappelle que évidemment beaucoup de métiers qui dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc, il faut travailler ce champ des compétences pour mieux comprendre l'économie productive qui sous-tend nos sociétés, nos universités. Le slide suivant montre comment l'empreinte économique, elle permet aussi de comprendre que des centres universitaires ou d'enseignement supérieur ne sont pas uniquement des centres de coûts pour les financeurs, mais sont aussi des centres d'investissement pour le territoire. Et on a repris ici les mots de Delphine Ernotte, pour laquelle on a mené une empreinte économique du groupe France Télévisions l'année dernière. Et ce qui est important, c'est de comprendre que les effets des euros, c'est aussi d'investissement, un effet d'entraînement pour l'économie. Et donc, il faut aussi changer de mindset par rapport à ces sujets pour mieux travailler l'ancrage local. Donc, l'impact économique pour ça, c'est vraiment une attente clé des parties prenantes. Et on a l'intérêt dans une étude d'impact mutualisée, c'est de travailler le sujet de l'ancrage local en collectant, Louis va y revenir, des flux monétaires. Et à partir de cette collecte et de cette gestion de projet, il y a énormément de sens à travailler le sujet carbone en même temps, puisqu'on va voir les grandes synergies de ces projets. Donc ça, c'était une petite introduction sur le contexte économique, assez rapide. Je vais laisser la main à Louis qui va travailler le sujet carbone pour poser ces piliers de la stratégie. Yes, merci beaucoup Florent pour cette intro. Sur le sujet carbone, on va voir en effet qu'il y a un certain nombre de synergies à s'attaquer aux deux enjeux simultanément. Pourquoi on parle de carbone? Évidemment, et ça c'est une surprise pour personne, parce que la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente, elle a été stable pendant des dizaines de milliers d'années
autour de 280 parties par million, et aujourd'hui, depuis l'ère pré-industrielle, ça augmente de façon exponentielle. On est aujourd'hui autour de 410 parties par million. Et on projette d'atteindre en 2050 une concentration qui excédera 450 parties par million, et donc qui conduira à un réchauffement climatique de plus de 2 degrés. C'est un ensemble de conséquences directes, alors on ne revient pas dessus parce que vous les connaissez très bien et on en entend très souvent, très régulièrement parler dans l'actualité, la hausse des températures et puis tout un tas d'autres conséquences sur le système climatique qui conduit d'ailleurs certains géologues à qualifier l'ère dans laquelle on se trouve comme l'anthropocène, donc l'ère où l'humain façonne son environnement, parfois malgré lui. Des conséquences indirectes aussi sur le système alimentaire notamment, ou sur même les systèmes économiques en général, sur la biodiversité, sur les populations et leur capacité à vivre dans certaines zones du globe. Ici, c'est simplement une illustration de ces conséquences sur la hausse des températures. Donc, la hausse des températures est bien enclenchée, hein, puisque aujourd'hui, on a déjà gagné environ 1 degré par rapport à 1850. En France, on a gagné 1,5 degré. Le réchauffement n'est pas aussi intense en fonction des zones dans lesquelles on se trouve sur le globe. L'année 2020 a été d'ailleurs la plus chaude en France métropolitaine sur la série que l'on voit sous nos yeux. Pour limiter les changements climatiques et leurs effets néfastes, le GIEC estime qu'on devrait essayer de limiter le réchauffement à 2 degrés. Parce qu'au-delà de ce seuil, on a des effets d'emballement qui se mettent en place, des boucles de rétroaction négatives, et on maîtrise moins ce qui se produira. Et donc, pour limiter à 2 degrés, le GIEC détermine un budget carbone mondial qui correspond à la quantité de gaz à effet de serre qu'on peut continuer d'émettre dans l'atmosphère. Et ce que nous dit le GIEC, c'est que ce budget carbone sera consommé dans 20 ans, si on se place dans un scénario à 2 degrés, et dans 8 ans si on est dans un scénario à 1,5 degré, si les émissions continuent au rythme actuel. Évidemment, tout l'enjeu, c'est de les réduire pour que ce budget carbone dure un petit peu plus longtemps et d'atteindre progressivement la neutralité carbone. Donc ça nous montre bien qu'il est urgent d'agir vite et qu'on ne peut pas attendre davantage. C'est d'ailleurs ce qu'ont rappelé les Nations Unies à l'occasion de la sortie du dernier rapport du GIEC. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on observe l'évolution du climat et le réchauffement, et quand on le projette à horizon 2050 ou 2100, on constate qu'on est bien loin de l'objectif des 1,5 ou 2 degrés que vous voyez sur la courbe en vert et jaune, mais qu'en fait, les engagements pris par les États conduiraient plutôt à un réchauffement de 2,4 degrés, et les politiques mises en place, donc là on n'est plus au niveau des engagements, mais on est dans ce qui est réellement implémenté ou décliné dans des documents de politique publique, conduiraient à un réchauffement de 2,7 à plus de 3 degrés. Donc ça signifie que les mesures actuelles ont des effets tout de même, mais qu'il faut les accentuer pour s'efforcer d'atteindre ces 1,5 ou 2 degrés. En France, justement, tout cela se décline dans la stratégie nationale bas carbone, qui a été pensée pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc ça veut dire l'équilibre entre les gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère et ceux qui sont absorbés par les puits de carbone naturels ou technologiques. Donc les puits de carbone, c'est évidemment, on pense aux arbres, aux forêts, mais il y en a d'autres, les sols agricoles. Il y a aussi des puits de carbone comme les océans, mais qui ne sont pas nécessairement pris en compte dans la stratégie nationale bas carbone, et des puits de carbone technologiques. Et donc pour l'atteindre, on a en effet le doublement des puits de carbone à horizon 2050 en France qui est projeté, et aussi la réduction des consommations d'énergie et aussi l'optimisation des technologies et la décarbonation des procédés dans tout un ensemble de secteurs que vous voyez ici. Quand on parle de ce contexte climat, il faut aussi rappeler que s'engager pour le climat, pour un établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est pas seulement de la philanthropie, on fait pas ça seulement pour
diminuer les effets néfastes du réchauffement. On le fait aussi pour répondre aux attentes d'un certain nombre de parties prenantes. En premier lieu, les étudiants, et ça, l'actualité nous l'a rappelé très récemment, puisqu'on et vous avez certainement vu passer le discours d'étudiants d'AgroParisTech qui appelait carrément à déserter des emplois destructeurs pour la transition écologique. Mais ça s'est vu depuis 2019 et même avant, au travers de tout un tas de manifestations. Il y a plus de quasiment 30 000 étudiants en 2018 qui ont signé une déclaration pour appeler les entreprises et leurs établissements à engager des transformations radicales de leurs activités. On a vu le manifeste étudiant pour un réveil écologique, les grèves climat initiées par Greta Thunberg notamment. Donc c'est quelque chose qui vraiment prend de l'ampleur et les attentes des étudiants sont de plus en plus pressantes sur ce sujet. Également, d'autres attentes, et là du côté réglementaire plutôt, sur le climat, les universités et les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche en général sont contraints par le Code de l'environnement, comme les entreprises d'une certaine taille, d'effectuer un bilan de gaz à effet de serre tous les 3 ans à minima, de joindre à ce bilan un plan de transition pour réduire les émissions, qui va présenter les objectifs, les moyens, les actions pour réduire les émissions. Ce bilan doit être sur un périmètre plutôt large, puisque ça va concerner à la fois le patrimoine et les compétences des établissements, donc c'est-à-dire le fonctionnement et puis l'établissement va contrôler. Et puis on a des amendes. Ces obligations ne sont pas respectées. Et puis un dernier mot aussi, c'est des résultats qui doivent être rendus publics. En tout cas sur les scopes 1 et 2, et donc c'est aussi des résultats qui sont accessibles pour les étudiants et puis pour l'ensemble des parties prenantes des établissements. En complément, juste sur cette dernier slide de contexte, c'est vraiment un clé et ça nous semble à la suite de l'écoute là sur l'introduction que ces contraintes réglementaires, une simple mesure et de présenter un plan de transition sont probablement pas assez ambitieux à la mesure de l'urgence depuis quelques années, quelques décennies. Et donc, il faut vraiment aussi changer de paradigme dans l'ambition et dans l'application, l'opérationnalité de ces suivis de stratégies d'impact des établissements d'enseignement. Donc, c'est vraiment comment on change de braquet pour passer d'une simple logique, je respecte le code de l'environnement et l'aspect réglementaire, à vraiment changer de cap stratégique pour enclencher ces changements d'un meilleur ancrage local et surtout d'une économie bas carbone et d'une formation bas carbone. Donc, voilà, en tout cas, Utopie est habitué à accompagner ces institutions, entreprises, territoires, universités, pour enclencher et mettre en place les plans d'action stratégique climatique ou de maximisation d'ancrage local. C'est vraiment essentiel de donner de l'ambition assez dynamique et de ne pas uniquement se contenter d'une mesure pour cocher la case de la réglementation. On est dans une urgence, comme l'a rappelé Louis, pour pouvoir vraiment mettre en pratique très très vite l'ensemble de ces sujets. Oui, absolument. Merci beaucoup, Florent. À présent, on va vous présenter la méthodologie et des exemples de résultats sur les sujets empreintes socio-économiques et climatiques, pour notamment mettre en évidence les synergies qui existent. Alors, un rappel sur l'empreinte socio-économique, pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a différentes façons d'évaluer l'empreinte socio-économique d'un établissement de l'ESR. Le périmètre qui est retenu de façon assez classique, c'est celui-ci. On va différencier différents types d'impact. On parle d'impact direct pour ce qui concerne les employés de l'établissement. On parle ensuite d'impact indirect pour désigner ceux qui surviennent dans la chaîne de fournisseurs de l'établissement. On parle ensuite d'impact induit pour référer aux impacts qui sont générés par la fiscalité qui est versée par l'établissement. Quand l'établissement s'acquitte de fiscalité, on doit avoir tout un ensemble de retombées socio-économiques pour son territoire. Et dans ces impacts induits, on va également retrouver des impacts associés à la consommation des ménages. Donc les collaborateurs de l'établissement vont, grâce au salaire qui est versé par l'établissement, consommer sur
sur le territoire et générer ainsi des retombées. Et on parle enfin d'impact catalytique. Donc il y a 4 grands types d'impact. Le dernier, c'est l'impact catalytique. Et dans cette catégorie, on va en général pour un établissement de l'ESR associer les impacts générés par les étudiants qui se trouvent sur le territoire du fait de l'université. Alors, entre autres, évidemment, de ces étudiants qui vont contribuer à la vitalité économique du territoire. Il pourrait y avoir évidemment d'autres impacts socio-économiques, mais qui sont en réalité non quantifiables aujourd'hui sur l'attractivité, la compétitivité du territoire, etc. On aura l'occasion en conclusion, Laurent, notamment d'évoquer ces autres types d'impacts et de voir dans quelle mesure ils peuvent être adressés. Mais en tout cas, assez couramment, l'impact socio-économique des établissements de l'ESR se concentre quand l'étude est faite de façon quantitative sur ces 4 grands postes d'impact, donc direct, indirect dans la chaîne de fournisseurs, induit par la fiscalité et la consommation, et puis catalytique pour tout ce qui concerne les étudiants. Comment est-ce qu'on évalue l'empreinte socio-économique? On a ici une illustration de ce qui est fait, et ce qui est fait notamment par Local Footprint, qui est un outil qu'Utopie a développe depuis de nombreuses années, qui permet d'évaluer de façon quantitative l'empreinte socio-économique des universités, mais pas que, des organisations en général. On en dira un mot plus complet ensuite. Sur le schéma que vous voyez à droite, on voit comment se décomposent ces différents types d'impact et comment est-ce qu'ils sont évalués, donc la mécanique en fait derrière l'empreinte socio-économique. Quand on parle d'impact direct, donc on le disait tout à l'heure, en fait ça va concerner les collaborateurs de l'université. L'université, pour exister pendant une année, va réaliser un certain nombre d'achats pour son fonctionnement, des investissements également. Et ça va avoir des retombées qu'on appelle impact indirect, donc dans la chaîne de fournisseurs. Et là, on va regarder l'impact que ça génère auprès des fournisseurs directs et également dans tout le reste de la chaîne de fournisseurs. Donc, on va remonter dans l'amont, donc les fournisseurs, des fournisseurs de l'université, etc., etc. Ces fournisseurs, tout comme l'université, vont verser des salaires à leurs collaborateurs et payer des taxes. Et tout ça, ça va générer des impacts induits, puisque la consommation des ménages va soutenir des emplois sur le territoire hein, pour se vêtir, pour s'alimenter, etc. Et également vont soutenir les dépenses de fonctionnement des administrations publiques quand on s'acquitte de la fiscalité. On va quantifier, quand on parle d'impact et d'empreinte socio-économique, on va quantifier des impacts en termes d'emplois soutenus par l'activité de l'établissement et de contribution au PIB, donc à la création de richesses engendrées par l'université et son activité. Donc l'idée, hein, peut-être en bref, c'est vraiment de prendre en photo les flux monétaires de l'université liés à son fonctionnement ou au comportement des étudiants. Et on prend en photo et on voit les racines économiques qui sont plus ou moins locales, régionales, européennes et mondiales, et pour comprendre l'effet de cette activité. Donc c'est une photographie de l'exercice passé et qui permet de mieux se projeter dans les années futures et bâtir une stratégie d'ancrage local en fonction. Pour ça, on utilise donc Local Footprint, hein, le slide 20, qui montre ces sujets. On utilise des algorithmes basés sur l'open data de l'INSEE, des tables entrée-sortie qui permettent de remodéliser les économies et donc accélérer ces études d'impact. Et voilà, ça a été évidemment maintes fois audité depuis une bonne dizaine d'années. Le slide d'après, peut-être, Louis, si tu veux. Yes, merci Florent. Le slide d'après, très brièvement, en fait, pour évaluer l'empreinte socio-économique qu'on utilise. On a un modèle en France qui se décompose par territoire en France, donc avec une granularité assez fine. On a aussi des modèles qui permettent d'évaluer l'empreinte dans le monde entier. Donc les sources de données ne sont pas les mêmes, évidemment, mais on ne va pas nécessairement revenir sur ce détail. Mais ce qui est intéressant, et on le verra au moment de présenter des exemples de résultats, c'est de voir en effet comment se décomposent les impacts par territoire
en fonction des achats qui sont faits et de leur caractère local ou pas. Et ça va nourrir évidemment la dimension carbone, puisque bien comprendre l'ensemble de la chaîne de fournisseurs mobilisés permet de comprendre les impacts carbone aussi différenciés de pays à pays. Quand on produit en Chine ou en Pologne, c'est différent de produire en France d'un point de vue ne serait-ce qu'énergétique ou un impact transport logistique. Donc l'ensemble de cette chaîne de fournisseurs modélisés permet d'agir aussi sur le côté carbone. Yes, merci beaucoup, Laurent. Sur le sujet carbone, justement, on va, et dans la méthodologie en général, cadrer avec ce qu'on appelle une cartographie des flux pour identifier les postes d'impact qui sont pris en compte. On a ici un exemple pour un établissement universitaire. On va retrouver, et c'est le point 3 sur la diapo, les achats, effectivement, qui seront un poste significatif et dont on va quantifier l'impact. Aux côtés d'autres postes comme les consommations d'énergie, les immobilisations, donc c'est-à-dire l'investissement, les déchets, les déplacements du personnel et des étudiants qui seront, donc c'est les points 5 et 6, qui seront les principaux postes d'impact dans le cadre du bilan carbone d'un établissement de l'ESR. Tout ce qui est associé au numérique également, le stockage des données, les visioconférences, les mails et au marketing peut également être quantifié. Et puis, on peut distinguer différents axes, l'activité de formation, l'administration, l'activité de recherche que vous voyez en dessous. Donc, selon les besoins, on peut aller plus ou moins dans la finesse et différencier également différentes entités ou différents sites. On voit ici, ce qu'on a sous les yeux, c'est évidemment une cartographie des flux et un périmètre plutôt ambitieux, donc sur l'ensemble des scopes. Évidemment, quand on va mener ce type d'études, et puis peut-être que Marie-Odette pourra en dire un mot, mais on va prioriser en fonction des postes les plus importants, donc typiquement les déplacements ou les achats dans le cadre d'une université, et s'autoriser à aller peut-être un peu plus rapidement sur des postes moins importants, comme tout ce qui est associé aux déchets dans le cadre du bilan carbone. Pour quantifier ces impacts, on a besoin de collecter des données. Et ce qui est intéressant quand on mène ces deux sujets ensemble, climat et socio-économique, c'est que la collecte des données peut être mutualisée. Donc ça a des bénéfices en termes de gestion de projet et puis en termes de sollicitation des contributeurs dans les établissements. On a besoin de données monétaires, donc notamment en ce qui concerne les achats, qui vont servir à la fois pour l'empreinte socio-économique et à la fois pour le climat, pour évaluer donc le bilan carbone. Et également, alors pour l'empreinte socio-économique, de données relatives à la masse salariale et aux impôts et taxes versés par l'établissement. Et puis en complément, on a aussi besoin de données d'inventaire précises, donc c'est-à-dire des données physiques sur les consommations d'énergie, sur la logistique, les déchets, le numérique. Donc ce volet-là qui va servir pour le climat, et sur les lieux de vie et les déplacements des étudiants. Et ça, c'est des données qui vont servir pour le climat et aussi pour l'empreinte socio-économique, puisqu'on aura besoin, dans ce cadre-là, de savoir combien sont les étudiants et où est-ce qu'ils résident, notamment. Donc là, on est vraiment sur je me permets de rebondir c'est peut-être le slide le plus important à retenir de la matinée. Quand on se lance dans une mesure d'impact pour un établissement, un ESR, c'est un gros chantier, puisqu'il faut aller, je l'ai dit, prendre en photo l'ensemble des flux d'un établissement, que ce soit des photos de flux monétaires, des dépenses euros, ou des flux physiques, dépenses monétaires pour le climat, comprendre qui se déplace, où, etc., combien d'émissions sont faites. On prend en photo. C'est extrêmement long, hein, on ne va pas se mentir, c'est un exercice qui est assez chronophage pour l'établissement et les équipes, et pour le cabinet de conseil bureau d'études qui accompagne. Et donc, le fait d'avoir une cartographie unique au démarrage d'un projet, puisqu'il y a énormément de doublons et de synergies dans la collecte de données, ça permet vraiment de gagner du temps pour tout le monde, à la fois pour les équipes internes et pour le cabinet de conseil. Et donc, gagner du temps en interne, c'est vraiment très précieux parce que vous n'allez pas solliciter 2 fois à 3 mois d'intervalle
le même DRH ou le même directeur achat pour une demande quasi similaire. De la même manière, vous n'allez pas payer 2 fois une équipe externe qui va calculer des impacts. Il y a globalement énormément de synergies en gestion de projet, en collecte, pour pouvoir ne serait-ce que prendre en photo ces impacts. Ensuite, il y a aussi beaucoup de synergies et d'intérêt, on va y revenir, dans la double lecture en restitution des impacts pour driver la stratégie pour une économie locale et bas carbone. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est dans l'ensemble du cycle de vie du projet, il y a beaucoup de connexions et d'avantages à mêler les deux pratiques ensemble qui historiquement étaient en silo puisqu'on gagnait en maturité sur le sujet climat, sur le sujet de l'ancrage local et donc elles sont nées un peu en séparées, ces études d'impact, mais il est grand temps de les rassembler pour faire gagner du temps à tout le monde. Yes, merci Florent. En effet, on a des synergies notamment sur les achats. Ici, une illustration sur les premiers enseignements que permettent ces analyses climat et socio-économiques. En fait, déjà, avant même d'évaluer les impacts dans la phase de collecte des données, ça permet d'avoir une photographie des flux et de les analyser. Ici, un exemple sur les achats. Donc, on a les achats réalisés par l'URCA pendant une année par secteur d'activité. Donc, on voit en premier le secteur du commerce, ensuite le secteur des bâtiments de travaux publics et puis d'autres secteurs de l'économie ensuite. Et on visualise aussi la localisation des fournisseurs. Donc, en bleu, on a les fournisseurs en Champagne-Ardenne, le reste de la France en rose, qui représente une part assez significative. Et puis, de façon assez moindre sur cette diapo, on voit les fournisseurs dans le reste du monde. Donc, on en a un petit peu sur le secteur information-communication et le secteur machines et équipements notamment. Ce qui est intéressant, c'est que déjà à ce stade, on peut analyser le taux d'achats locaux alors ici, ce qui était intéressant, c'était de s'intéresser à la région, enfin l'ancienne région Champagne-Ardenne, mais on peut évidemment calibrer sur les territoires les plus pertinents. Rapidement, mais ça a quand même son intérêt. Quand on mène ce type d'études, et c'était le cas, et c'est le cas en particulier pour l'URCA, on voyait que le secteur commerce-négoce était le premier secteur fournisseur, donc le premier secteur d'achat. On va essayer de décomposer les dépenses de ce secteur au travers des secteurs productifs. En fait, dans le secteur commerce-négoce, on va retrouver parfois des grossistes, des commerçants qui peuvent être localisés en France ou en Champagne-Ardenne, mais qui vont fournir des produits qui ne proviennent pas de France. C'est ce qu'on appelle, nous, le recodage commerce. Donc ça, c'est la méthode qu'Utopie a développée sur ce sujet et qui consiste à redistribuer les montants qui sont alloués au secteur commerce vers les secteurs productifs. Donc ici, typiquement, on voit sur la diapo que commerce-négoce a baissé sur le graphe, mais que les montants ont été redistribués vers machines et équipements, vers le secteur de l'information et de la communication, des produits pharmaceutiques et médicaux, de l'industrie chimique, par exemple. Et ça permet d'avoir une vision plus fine de la localisation des fournisseurs réels, donc les fournisseurs productifs. Et sans surprise, on constate que dans certains secteurs, on a un taux d'achats locaux en Champagne-Ardenne ou en France qui est assez élevé pour le BTP, pour le conseil, pour les services support aux organisations. Et par contre, pour d'autres, typiquement machines et équipements, formation communication, des taux d'achat locaux beaucoup plus faibles parce que les ordinateurs typiquement qui sont achetés sont peu produits, voire pas produits en France. Merci Louis pour cette. On va maintenant passer à des exemples de résultats. Je vais y passer vite pour garder du temps pour les questions-réponses et puis l'échange aussi avec Marie-Odette qui va être vraiment intéressant dans quelques minutes. On vous montre ici juste quelques planches sur les études d'impact pionnières qu'on a pu faire avec Campus Footprint, la méthode Local Footprint appliquée avec Campus Responsable, avec les 7 établissements pilotes qui a été réalisé il y a quelques années. Les slides suivants montrent
globalement qu'on a une diversité d'indicateurs produits, hein, on l'a rappelé, le nombre d'emplois soutenus, la contribution au PIB, des types de contrats, des emplois du secteur qu'on peut évidemment cartographier par typologie, et puis des focus régional, national, tout ça pour vraiment mieux comprendre ce qui se passe au niveau local par l'activité d'un centre d'enseignement. Le slide suivant montre les résultats de l'URCA, globalement, et l'entité de Marie-Odette. Les slides de synthèse montrent vraiment que l'URCA a soutenu près de 10 000 emplois à temps plein, et par ailleurs 4 600 étudiants exerçaient une activité rémunérée. Donc c'est ça qui est intéressant de valoriser pour un territoire, des chiffres en millions d'euros, et puis ce camembert d'emplois direct, indirect, induit et emploi catalytique liés aux étudiants. Vous voyez qu'on peut illustrer des coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire que pour un emploi direct de la structure, 3,5 emplois sont soutenus dans l'économie française. Donc ça montre de côté que j'ai rappelé en introduction, un centre d'investissement et pas que de coûts quand on est une université ou un centre d'enseignement supérieur. Le slide suivant montre globalement ces emplois par secteur, mais je ne vais pas y revenir puisque Louis a déjà quand même pas mal commenté ces ventilations sectorielles de résultats. Le slide suivant montre l'ancrage en région Grand Est. On peut évidemment, c'est intéressant de ne pas uniquement rester à la vision française, mais d'aller travailler le local pour comprendre ce qui se passe dans sa métropole de présence ou sa région. Donc ici, on peut avoir des focus de l'analyse par région. Et le slide suivant montre aussi la distinction sectorielle, hommes, femmes, et puis de typologie d'emploi dans l'analyse. Le slide 34, je passe vite hein, puisque le temps défile là, ce matin et je veux vraiment garder du temps d'échange. Le slide ici montre ce que je disais d'un point de vue local. On peut avoir des analyses local footprint dans l'aire urbaine et donc ça a tout son sens quand on parle aux financeurs aussi de travailler à l'échelle métropolitaine et donc on peut avoir des focus comme ça sur des plus petits territoires en mettant en perspective par exemple le 3,5% qui est intéressant. 3,5% des emplois totaux de l'aire urbaine sont soutenus par l'URCA, donc ça permet vraiment de prendre du recul par rapport à l'importance économique d'un centre dans sa ville. On a fait un exercice intéressant avec l'URCA aussi, c'est d'avoir une prise de recul, de hauteur sur l'impact de l'université dans le monde, puisque l'achat d'ordinateurs, le soutien à certaines filières de la bioéconomie va aussi irriguer d'autres pays. Et donc, on peut comme ça rendre compte des chaînes de fournisseurs mondiales. Louis, est-ce que je te laisse la main pour présenter les slides 37 et suivants? Yes, merci Florent. En effet, alors quand on mesure l'empreinte dans le monde, en fait, on peut aussi avoir une vision sectorielle des impacts et par localité. Et donc, on voit que le taux d'achats locaux varie en fonction des secteurs et donc que les retombées socio-économiques locales varient. Donc ici, c'est une vision des emplois soutenus par secteur d'activité et par localisation. Cette vision a aussi son intérêt pour le carbone puisqu'on peut quantifier les impacts associés aux achats. Donc on fait aujourd'hui un focus là-dessus pour l'URCA, mais évidemment dans le cadre d'un bilan carbone, il y aurait d'autres postes à prendre en compte, notamment les déplacements, les consommations d'énergie, etc. Donc là, on fait un focus seulement sur les achats, donc une partie du scope 3 amont de l'université, avec des résultats globaux, des ratios qu'on peut faire pour aider à piloter, des équivalences évidemment aussi pour rendre ça un peu plus palpable. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment se répartissent ces impacts par poste de dépense. Ici, on a une vision donc, des tonnes de CO2 émises pour produire les achats de l'URCA pendant une année par poste de dépense, donc machines et équipements, BTP, chimie en premier.
qui sont mis en regard des montants d'achat et qui montrent bien que certains postes de dépenses sont très intensifs en carbone. C'est le cas notamment de la chimie, parce qu'on a relativement peu d'euros, mais par contre beaucoup de tonnes de CO2 qui sont émises. Et c'est moins le cas d'autres secteurs qui vont générer moins d'impact, notamment tous les secteurs du service. Pour finir, avant de laisser la parole à Marie-Odette, qui nous fera son retour d'expérience, se mettre en regard l'analyse de l'ancrage local et les impacts socio-économiques dans la chaîne de valeur notamment, par poste de dépenses et l'impact climat, ça permet d'identifier des synergies et de voir où est-ce qu'on peut travailler à la fois son ancrage local et à la fois son empreinte carbone. On l'a illustré ça récemment pour l'ADERLI, qui est une agence de développement économique dans la région lyonnaise, où on a montré qu'un tissu productif fort, et donc d'avoir beaucoup d'entreprises en local pour un territoire français, ça permettait à la fois de soutenir des emplois et à la fois de diminuer l'empreinte carbone, parce que, et c'est ce que illustre la diapo et l'extrait de l'étude qu'on a sous les yeux, parce que on va diminuer notamment l'impact associé au déplacement, au fret des équipements, des matières premières, et aussi travailler en France sur un tissu économique qui a et qui fonctionne à partir d'un mix électrique peut-être plus décarboné que ce qui se passe quand on importe des biens, des équipements. Voilà, c'était simplement un mot pour illustrer ça. Je vais laisser la parole à Marie-Odette qui s'est connectée et nous a rejoint entre deux trains. Je suis vraiment désolée, tout à l'heure j'ai eu un problème de connexion, mais j'ai entendu effectivement tout ce que vous avez pu dire, Florent et Louis, et je partage totalement votre analyse et votre perception des choses. Pour nous, en tout cas, pour l'université, donc je suis Marie-Odette Victor, je suis directrice de la communication à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et donc, à ce titre, j'ai porté l'étude d'impact socio-économique de l'université. Il y a plusieurs champs, en fait, comme l'a souligné Florent tout à l'heure. C'est un travail d'équipe et c'est un travail sur est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, Marie-Odette, on t'entend bien. On a juste un petit peu de bruit de fond. Mais on t'entend bien. Bon, désolée pour le bruit de fond. Donc en fait, oui, c'est un travail collectif et important à mener, puisque nous, il nous a fallu rassembler autour de ce projet-là différentes directions, que ce soit au niveau des ressources humaines et des achats, pour justement fiabiliser les données qu'on pouvait en fait extraire et quelles données allaient être exploitables. La fiabilisation pour nous a été la plus importante, c'est sur les études. Les étudiants nous donnent des adresses qui ne sont peut-être pas forcément celles qui sont utilisées. Donc il y a eu tout un travail avec Louis de restructuration en tout cas des étudiants, pour savoir si effectivement l'adresse fournie était la bonne, pas la bonne, comment on l'a considérée. Donc c'est vraiment se mettre en mode projet et cette fiabilisation des données. Après, on a vraiment bénéficié de l'expertise du cabinet Utopise pour les notions, en fait. Au début, on était plutôt parti sur une volonté de voir au niveau agglomération l'impact de notre université. Et il s'est avéré que c'était plus judicieux de parler d'aire urbaine. Et là, vraiment, c'est l'accompagnement d'Utopise qui nous a permis d'avoir cette approche plus qualitative, en fait, de la donnée qu'on allait mettre en place. Après, sur les différents... Enfin, qu'est-ce qu'on en a fait alors nous, il y a plusieurs intérêts. C'est-à-dire que, on va dire, l'intérêt premier, c'est que ça a été un formidable outil de communication pour nous. En termes de visibilité, ça ne se faisait pas à l'échelle d'une université d'aller calculer son impact économique. Et enfin, en tout cas très peu, c'était plutôt fait à l'échelle d'un territoire. Et puis c'est aussi rarement fait à un degré de précision de l'agglomération.
Et effectivement, et là, je vais en venir sur qu'est-ce qu'on en fait en point 2, c'est on bénéficie de subventions et de soutien financier des collectivités. Et c'est important aussi de pouvoir rendre des comptes à ce niveau-là. Alors, rendre des comptes par l'activité qu'on génère au niveau de la recherche, de la formation, etc. Mais aussi de pouvoir rendre des comptes quantitativement en expliquant que voilà, la collectivité, elle investit dans une université, mais c'est pas un investissement à fond perdu, entre guillemets. C'est un investissement puisqu'elle rapporte aussi à la même collectivité en termes d'impact économique. Le troisième point de ce qu'on fait pour nous et qui est vraiment important, c'est que cette étude, elle nous a permis vraiment de prendre conscience de nos flux d'achat, d'expliquer un petit peu comment on se plaçait et de repenser en fait cette stratégie d'achat à une échelle écologique et économique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on s'est aperçu qu'on avait énormément de notre impact financier qui partait vers les pays d'Asie, etc. On est en train d'essayer de construire une nouvelle stratégie en termes d'achat pour relocaliser au maximum. Alors bien sûr, on ne peut pas tout relocaliser, mais relocaliser au maximum certains achats, sachant que derrière, il y a une stratégie là socio-économique qui est de se dire que si, et ça c'est l'étude avec Utopis qui nous a permis de le dire, si on relocalise aujourd'hui 1% de nos achats, on sera en fait créateur et générateur de 400 emplois sur le territoire. Voilà, c'est des enjeux qui sont importants dans notre volonté en fait d'accompagner le développement de notre territoire et d'être un acteur en fait du territoire dans sa dynamique socio-économique. Merci Marie-Odette pour ce témoignage et bravo parce que c'est un exercice périlleux d'intervenir dans un café un peu bruyant pour se concentrer et donc je suis vraiment voilà, désolée du son. Non, on était tout ouïés. J'espère que les participants à cette masterclass là sont compréhensifs. Voilà, on vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps en transit ce matin de témoigner les apports, les avantages d'une étude d'impact. Ce qui est marquant, hein, c'est vraiment ce double regard. On a avec l'URCA, on a poussé l'étude très loin sur la partie socio-économique avec des petits ajouts carbone. L'intérêt qu'on voit vraiment et qu'on a voulu essayer de porter avec lui ce matin, c'est pour les années futures, c'est cette imbrication des sujets économie et bas carbone dans la gestion de projet et dans les synergies aussi de résultats. On va peut-être passer au dernier slide voilà, pour aller plus loin quelque part. Et puis après, on va prendre vos questions-réponses pour la suite, si ça vous va. Sur la partie pour aller plus loin, hein, c'est plus pour ouvrir un petit peu le champ des possibles. On a vu que l'impact économique, c'était une des facettes des interactions d'un ESR dans son écosystème. C'est la première brique, hein, globalement, mesurer les externalités d'une activité, positive plutôt économique comme négative plutôt environnementale. Mais il y a beaucoup de choses à travailler pour améliorer ces stratégies des établissements. Donc, c'est travailler les externalités qui sont moins quantifiables facilement, sociales, attractivité du territoire, favoriser le métabolisme des territoires sur cette diversité fabricante, par exemple, connecter l'entreprise ou l'ESR avec les enjeux, donc bien comprendre le territoire sous-jacent et voir comment la raison d'être s'imbrique avec ce territoire, sa culture, son histoire, ses compétences. Proposer une stratégie d'achat responsable, c'est ce que Marie-Odette vient d'esquisser. L'empreinte économique permet d'activer cette brique. Contribuer à la transformation des compétences, et là je sais aussi que l'URCA est assez active là-dedans, c'est vraiment pouvoir avoir une vision prospective des compétences nécessaires au territoire et au pays et au continent dans une logique bas carbone et donc favoriser ces formations
pour les emplois futurs. Enfin, on peut aussi travailler les briques sur les modèles économiques, évidemment à impact, faire en sorte que les étudiants s'épanouissent dans ces modèles économiques à impact, les comprennent et soient véritablement force de changement pour inventer leur métier plus tard, qui soit directement plus vertueux. Enfin, il y a voilà, des analyses de risques et opportunités qui sont intéressantes à mener sur ces sujets. Le slide suivant montre non pas l'aspect économique ou social avec le territoire, mais plutôt des accompagnements qui sont assez poussés sur les dimensions climatiques, environnementales. On a parlé beaucoup du bilan carbone aujourd'hui, qui est un exercice assez normé de photographie du bilan carbone d'une institution. Il y a énormément de choses qui peuvent venir se greffer sur ce socle, des diagnostics stratégiques, des analyses de vulnérabilité ou d'adaptation au changement climatique, des analyses de risque, et puis des analyses de neutralité carbone planétaire, des stratégies net zéro. Donc voilà, c'est plus pour prendre un petit peu de recul et comprendre que le bilan carbone, c'est la première brique essentielle, mais que derrière, il faut pouvoir activer et enclencher des changements assez forts et donc avoir de l'information, de la connaissance pour ensuite orienter les actions de l'ESR. Louis, est-ce que tu veux commenter un petit peu les slides qui suivent? Yes, merci Florent. Alors, on se partage la main avec Louis ce matin, c'est pour que ça soit un petit peu dynamique, parce qu'il y a beaucoup de slides, donc on essaye de rythmer un petit peu ça. Yes, merci Florent. Bien reçu. On a parlé ici sur le volet environnemental de climat. Pour ouvrir, on voulait rappeler que quand on parle de la transition écologique, en fait, le climat n'est pas le seul enjeu. On entend parler régulièrement des limites planétaires, donc l'ensemble des dimensions environnementales qui contraignent en fait le système Terre et notre planète. Et on retrouve le climat, mais aussi la biodiversité, mais aussi l'eau, les sols, la question des ressources, d'un certain nombre de pollutions. Et d'ailleurs, on constate à regret dans l'actualité assez régulièrement que des limites planétaires sont franchies sur l'eau récemment, par exemple. Et donc, on a un intérêt à travailler ces sujets-là conjointement, en particulier sur la biodiversité, qui est un sujet montant, en cours de structuration. Donc, les choses, les politiques, les outils sont pas encore aussi structurés que sur le climat, mais le seront bientôt. Et donc, on aurait tout intérêt à s'intéresser au climat et à la biodiversité simultanément, pour la planète, mais aussi, évidemment, parce qu'on va retrouver les mêmes synergies que Florent évoquait tout à l'heure, et Marie-Odette aussi, dans la gestion de projets. L'intérêt aussi, c'est que ces enjeux sont fortement interdépendants, que ce soit sous forme de cercle vicieux, parce que les réchauffements climatiques ont un effet néfaste sur la biodiversité, ou vertueux parce que en préservant la biodiversité, une forêt, on va aussi préserver un puits de carbone et pouvoir travailler ces deux sujets conjointement. Néanmoins, il faut s'y intéresser et s'intéresser à la biodiversité de façon un peu plus fine parce que travailler son bilan carbone ne va pas nécessairement améliorer la situation de la biodiversité. Il y a des actions spécifiques qui doivent être menées. Alors, on a mis ici un extrait, une citation d'un rapport de l'IPBES et du GIEC qui est sorti récemment et qui martelait le point de traiter les enjeux simultanément et qu'on ne pouvait pas régler l'un sans régler l'autre. Ça a été également rappelé par le World Economic Forum, hein, et qui classe les risques sur le climat et la biodiversité comme les principaux risques qui sont en haut de la matrice qu'on voit ici pour la planète.
Enfin, au-delà de la dimension environnementale, donc climat, biodiversité, ressources, eau, etc., quand on parle de l'empreinte d'un établissement, on a plusieurs dimensions à considérer. On a parlé ici, on a illustré pour l'URCA à la fois le fonctionnement de l'université via ses achats notamment et les employés de l'université. On a illustré aussi en parlant des étudiants et de leur consommation, puisqu'on a quantifié l'empreinte socio-économique de la consommation des étudiants et les retombées sur les territoires. Mais on pourrait aussi prendre en compte d'autres dimensions qui sont intéressantes, notamment la formation et le devenir des étudiants. On pourra intégrer les retombées de cette formation, de l'intégration professionnelle des diplômés et les impacts associés à la recherche, à l'innovation, à l'entrepreneuriat et tout ce que ça peut engendrer pour le tissu économique, notamment. Mais pas seulement, c'est pas seulement sur le tissu économique que c'est intéressant, c'est aussi intéressant sur le climat, parce que finalement, une université, elle peut diminuer son bilan carbone, mais elle peut aussi former des étudiants qui sont aptes à se saisir des enjeux de transition écologique, et c'est ce qu'évoquait Florent il y a un instant. Voilà, dans ce champ des compétences, effectivement, il y a des études d'impact qui peuvent être vraiment pertinentes à mener sur l'inscription dans le long terme de la stratégie de l'université pour évaluer l'impact positif qu'ont les programmes pédagogiques auprès des étudiants et les compétences qui sont acquises, qui vont nourrir le territoire ou le pays et donc contribuer à ces résolutions de problèmes. Donc, c'est tout l'enjeu voilà, d'une bonne définition d'une étude d'impact. Quel est son champ, quel est son périmètre qui est intéressant, en relation évidemment avec la partie communication, comment on permet de bien vulgariser le sujet, que le problème, que l'étude soit spécifique à chaque université ou école, puisque chacune globalement a une raison d'être différente en fonction de ses programmes, en fonction du territoire, de sa culture, etc. Donc, c'est bien cadrer l'étude d'impact et pour aussi penser à sa phase de communication pour pas qu'elle reste évidemment sur une pile d'un bureau, mais qu'il faut qu'elle se diffuse avec des infographies, des rapports, etc., que les parties prenantes en parlent et que ces sujets de photographie d'impact se diffusent massivement pour activer le changement à la fois au service de l'économie locale et d'une économie bas carbone. Donc merci. On a fini avec Louis et Marie-Odette la présentation, un petit peu le retour d'expérience de l'URCA. Et donc on est ouvert à toutes les questions que vous avez pour que on vous soit utile pendant encore quelques minutes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre la parole ou alors à poser une question dans le chat et je la relayerai. Merci Anne-Sophie d'avoir été parmi nous. Donc c'est un peu le moment pour poser des questions peut-être propres à votre établissement ou des choses sur lesquelles vous vous interrogez particulièrement. Et puis sinon, on clôturera. Et donc, si vous n'avez pas de questions, évidemment, on a nos coordonnées là dans le slide que montrait Louis. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions ou de paramétrage d'études. On est à votre disposition. Eh bien, grand merci Florent, Louis et Marie-Odette d'avoir pris le temps ce matin de nous éclairer sur ces sujets. Je ne suis pas un établissement, mais j'aimerais bien faire mon propre bilan d'impact. Ça a l'air passionnant et moi, je vais essayer de faire le travail de vulgariser encore un petit peu plus et diffuser tout ça. On va vous envoyer donc un compte rendu, ce support-ci et donc, il y a Bénédicte qui remercie pour cette approche qui est complexe, là c'est moi qui parle, mais qui est passionnante et ultra pertinente pour les établissements. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup. C'était super chouette. Et puis la prochaine session, la 3e session sur l'ancrage local sera dans 2 semaines. Vous recevrez des mails à ce propos. Et ce sera davantage sur le lieu physique, le campus physique que sont les campus. En fait, je me répète. Merci à tous. Donc, il y a des remerciements dans le chat pour tous les 3.
Merci à tous. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.